Bonjour à tous, cette édition du Journal de la Formation est consacrée au métier du formateur. Un métier que peu de gens connaissent, un métier qui intrigue et sur lequel il y a beaucoup d'a priori. Alors pour tout savoir, pour clarifier ce qu'est ce métier, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux experts de Centre Info, Valérie Michelet et Fouzi Fetti. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors il faut commencer tout de suite par, on ne va pas dire la définition, mais pour devenir formateur, faut-il un diplôme, Fouzi? Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, en France, il n'y a pas d'exigence en la matière. C'est-à-dire que vous pouvez exercer en tant que formateur sans diplôme de formateur. Le métier de formateur n'est pas une profession réglementée. C'est-à-dire que demain, vous, Jérôme, si vous souhaitez devenir formateur, vous avez une expertise en tant que journaliste, vous pouvez la transmettre à d'autres personnes, et cela fera de vous un formateur. Mais je ne comprends pas très bien. Bon, je peux faire être formateur, ça c'est bien, mais si je veux devenir formateur, il y a quand même des formalités administratives à réaliser, il y a des choses à faire pour avoir ce statut. Alors, Jérôme, tout dépend de votre projet. Vous allez devoir choisir effectivement un statut juridique, soit vous souhaitez devenir salarié. Donc vous vous rapprochez bien entendu d'un organisme de formation, vous proposez vos services, sachant que cet organisme de formation peut vous proposer différentes formes contractuelles salariales, notamment des contrats un petit peu particuliers qu'on rencontre souvent dans la formation, qui sont le CDD d'usage, contrat à durée déterminée d'usage, ou le CD2I, le contrat à durée indéterminée intermittent. Ensuite, vous préférez peut-être être à votre compte. Donc pour vous installer à votre compte, il va déjà falloir que vous choisissiez le statut juridique de votre structure. Vous pouvez être entrepreneur, donc notamment choisir le régime microsocial, donc auto-entrepreneur, ou bien créer une société commerciale, une association. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez être à votre compte, donc pas salarié, il faudra opérer une déclaration d'existence de votre activité d'organisme de formation auprès de l'administration. Attention, cette formalité, ce n'est qu'une formalité d'entrée sur le marché. Cette formalité, en revanche, va induire derrière l'application de toute une réglementation. C'est une activité pour laquelle la profession n'est pas réglementée, mais l'activité d'organisme de formation est réglementée. Une réglementation qui est tant administrative que financière, donc des obligations comptables parfois jugées lourdes par les organismes de formation, réaliser un bilan pédagogique et financier, éventuellement avoir un commissaire aux comptes. Si on a plusieurs activités, ne pas oublier d'avoir une comptabilité séparée. Donc, une fois encore, nous tenons à insister, la profession de formateur n'est pas réglementée, l'activité de formation, elle, en revanche, l'est. Et ça peut être compliqué quand on est formateur au moment des déclarations fiscales de fin d'année, si j'ai bien compris. Mais alors, tout le monde peut devenir formateur, mais est-ce qu'on est contrôlé? Est-ce qu'il y a des contrôles de compétences des formateurs, Fouzi? Alors Jérôme, tout dépend de ce qu'on entend par compétence. Alors, par compétence, on peut effectivement contrôler en quelque sorte votre expertise. Dans le Code du travail, on parle de titres et qualités. C'est-à-dire qu'on va regarder si effectivement vous avez exercé le métier de journaliste, si vous avez des diplômes de journaliste, si vous avez animé des émissions. Et on va aussi regarder si ces titres et qualités sont en cohérence avec les contenus de la formation ou des formations que vous dispensez. Donc effectivement, il y a bien un contrôle des titres et qualités et de leur cohérence avec les contenus. En revanche, il n'y a pas de contrôle des qualités pédagogiques. Votre art d'enseigner, ce n'est pas l'affaire de l'État. Alors sauf peut-être pour l'apprentissage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais concernant la formation continue, les services de contrôle finalement vont s'attarder sur les moyens pédagogiques et le Code du travail nous dit en dehors de la qualité pédagogique des formateurs. Mais c'est-à-dire que quand on devient formateur, il n'y a personne qui contrôle la qualité pédagogique du formateur et de la formation qu'il donne? Alors personne, c'est peut-être un petit peu aller loin. Non, clairement, l'État ne contrôle pas. L'État, effectivement, il n'y aura pas de contrôle administratif sur ce point. À l'exception, comme le notait Fouzi, de l'activité de formation en apprentissage, où lorsque le CFA, le formateur, prépare un titre éligible à l'apprentissage, il y a effectivement pour certains titres, notamment les titres et diplômes délivrés au nom d'un ministère, des missions d'inspection, de contrôle pédagogique. Mais c'est vraiment très spécifique. Qui peut contrôler la pédagogie? Le client, c'est l'acheteur.
Donc cet acheteur peut être bien sûr une entreprise, ça peut être la région, ça peut être Pôle emploi. L'organisme de formation qui recrute un formateur et qui... Alors s'il le recrute en tant que salarié, évidemment. Oui. Ce salarié est soumis, il est subordonné, il va faire l'objet effectivement, éventuellement, en fonction des organisations internes, de son contrôle. Attention en revanche, excellente remarque, ne pas aller trop loin dans ce contrôle lorsque l'organisme de formation fait appel à un sous-traitant qui est donc à son compte. Hein, bon, après, éventuellement, les relations commerciales se termineront là. Hein, si justement... Si le client est insatisfait. Alors, soit le client est insatisfait, soit aussi le bénéficiaire final, l'apprenant. Bien entendu, qui peut bien évidemment être amené à évaluer la prestation et notamment les qualités pédagogiques du formateur qui a animé la prestation. Le bénéficiaire final est souvent sollicité justement sur la qualité de la formation et du formateur. Très souvent. Donc on ne peut que conseiller bien entendu aux acheteurs, que ce soit des acheteurs entreprises ou des acheteurs personne physique, hein, qui peut acheter pour son compte une formation, de bien se renseigner auparavant, bien entendu, sur l'organisme de formation. Et pourquoi pas, quand l'organisme de formation, dans son catalogue, présente le nom du formateur, eh bien pourquoi pas effectivement se renseigner effectivement sur ce dernier. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions du métier de formateur. Vous l'avez compris, il faut absolument bien s'informer quand on est apprenant sur les formateurs et les formations que l'on va suivre. Si cette émission se termine, un dernier mot, Fouzi, en conclusion, quel est le conseil que vous donnez aux OF et apprenants? Alors, au-delà effectivement de l'organisme de formation, il faut toujours être attentif au CV des formateurs et quand on est effectivement apprenant, il est nécessaire effectivement de remplir les fiches d'évaluation, ce qui peut effectivement aider les futurs clients à choisir l'organisme de formation. Merci beaucoup pour cette conclusion et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.